Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec, bien sûr, comme chaque semaine, Dailymotion et l'agence France Presse qui sera représentée dans un instant par Hervé Asquin avant que Perrine Arnaud de Public Sénat nous rejoigne. Il y aura donc une nouvelle loi sur le travail le dimanche. Ce sera l'an prochain, après les municipales, alors que on va beaucoup évoquer les dimanches du maire qui seront plus nombreux, 12 comme le recommande la commission Bailly, mais donc le régime restera celui de l'exception avec des droits garantis pour les salariés. Est-ce que vous êtes en accord avec les règles qui ont été énoncées par le Premier ministre, même si elles restent encore confuses, hein? Pour l'instant, moi je suis sur le rapport Bailly. Oui. Le rapport Bailly, il a deux avantages pour nous. D'abord, il dit que le travail du dimanche est une exception, doit rester une exception. C'est extrêmement important. C'est important pour les salariés concernés, c'est important pour le type de société qu'on veut construire. Et puis, le deuxième point, c'est que le volontariat doit être le socle, la base. C'est ça aussi très important pour nous, que le volontariat soit mesuré, soit évalué pour pas que ce soit vitam aeternam. Et pourquoi contraindre le travail qui participe au redressement économique, évidemment, Laurent Berger? Alors, il y a des salariés qui veulent bosser, il y a des consommateurs qui veulent consommer aussi. Il y a d'abord des salariés, la CFDT a fait une enquête auprès de 1800 salariés concernés. Ça montre qu'une grande majorité, ils n'ont pas envie de travailler le dimanche. Et que lorsqu'il y a nécessité, ils veulent que ce soit avec du volontariat et avec des contreparties importantes en termes de salaire, de récupération, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la loi Maillet, actuellement en cours, est complètement confuse. Personne n'y comprend rien. Il n'y a pas du tout, c'est un maquis. Et donc l'avantage d'une loi, c'est que ça permettrait de dire quels secteurs peuvent ouvrir. Et ensuite, de laisser de l'espace au dialogue social territorial pour déterminer les conditions, les contreparties pour les salariés concernés. Voilà donc un rapport intéressant. Il y a deux problèmes pour nous. Le premier, c'est 12, il n'y a pas consensus autour de 12 dimanches. Les dimanches du maire, je disais, dimanches du maire, les nouvelles autorisations. Il faudra qu'on en discute. Sur le principe de 12, c'est trop. Très important, trop important. Trop. Et 12, puis, vous nous dites combien? C'est trop. On passe de 5 à 12, vous voulez quoi? Il y a sûrement un juste milieu. Entre 5 et 12. Voilà. Il y a sûrement un juste milieu, mais c'est dans la concertation qu'il faudra le faire. Nous demandons une concertation nationale sur le sujet. Et puis, l'autre point, c'est les salariés des petites entreprises, de moins de 11. Là, il y a exception en termes de contrepartie. Et ça, c'est pas acceptable pour nous. On ne peut pas traiter différemment des salariés de petites entreprises de moins de 11 que des salariés d'entreprises de plus de 11. D'accord, voilà, donc les deux réserves de la CFDT sur le rapport Bailly. L'ouverture le dimanche ne devient-elle pas un impératif pour les magasins aujourd'hui, Laurent Berger, qui sont concurrencés sur Internet et 24 heures sur 24? Et on le voit en ce moment, par exemple. Il y a la librairie Chapitre qui a de grosses difficultés, il y a les enseignes Surcouf ou Virgin qui connaissent les mêmes difficultés. Ces difficultés, c'est aussi parfois parce qu'on n'a pas anticipé un nouveau mode de consommation. Et c'est pas parce que vous ouvrirez tous les dimanches 24-24 que ce mode de consommation va reculer. Donc il y a un problème d'anticipation dans un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas vu ce virage. Et puis, il faut le dire, l'ouverture du dimanche, pour un certain nombre d'enseignes, ça ne fait pas un pouvoir d'achat plus important pour les ménages, pour les citoyens. Et donc, ce qui sera consommé le dimanche, et on le voit dans certaines zones où des magasins ont renoncé finalement à ouvrir le dimanche, ce qui sera consommé le dimanche, eh bien, ne l'est pas un autre jour. Et enfin, moi je le dis, ça doit rester exceptionnel. Parce que c'est pas anormal que dans une société, c'est même utile que dans une société comme la nôtre, il y ait un jour dans la semaine où on puisse faire autre chose que de consommer. Mais c'est le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je relève un paradoxe, Laurent Berger. Le dimanche, c'est traditionnellement un jour de repos. Ça n'a rien à voir avec, mais par exemple, avec une religion. Vous pointez une montée des comportements et des revendications religieuses dans l'entreprise. Ça vous inquiète d'ailleurs. Et vous défendez le dimanche, le dimanche chômé parce que c'est le jour du Seigneur. Non, non, pas du tout. Vous faites fausse route en m'amenant sur ce terrain-là. Je défends l'exception, le travail de dimanche, même si, il faut le dire, 29% des salariés, au cours d'une année, ont travaillé un dimanche, parce qu'on oublie tous les services publics, etc. Mais je défends ça simplement parce qu'on a besoin de temps d'arrêt. Alors, il se trouve que c'est le dimanche pour des raisons historiques, peu importe lesquelles, mais je crois que la société a besoin de temps en temps d'arrêt, de recul et de temps autre que D'accord, on a bien entendu, en tous les cas, vos deux réserves, les deux réserves de la CFDT sur le rapport Bailly et la loi, sans doute, qui verra le jour l'an prochain, donc sur le nombre de dimanches du maire et puis également sur les contreparties accordées aux salariés des petites entreprises. Laurent Berger, est-ce que la CFDT a gagné de l'argent avec les procès qui ont été intentés contre les enseignes qui ouvraient illégalement le dimanche? Non, la CFDT n'a pas gagné d'argent avec ces procès-là. Et d'ailleurs, je le dis, ces procès-là, ils n'ont de sens
En tout cas, combattre le travail du dimanche n'a de sens que si on est nous-mêmes implantés dans les entreprises. Je le dis fermement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on nous demandons, c'est des contreparties. Lorsqu'il y a contrepartie négociée, il y a ouverture, ça arrive dans un certain nombre de secteurs où on le fait. Le dernier étant, enfin un des derniers étant la Fnac à la Défense. Nous avons signé un accord extrêmement intéressant pour les salariés. Là où il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'ouverture. C'est ça notre principe. Oui, d'accord. Mais par exemple, le responsable de FO Commerce a reconnu que son syndicat avait gagné 7 millions d'euros grâce à ces plaintes. Est-ce que vous trouvez que c'est une démarche légitime ? Je trouve que ça pose problème. Ce n'est pas l'objectif du syndicalisme de se faire de l'argent. Ceci étant, que des employeurs soient condamnés quand ils ne respectent pas le droit. Moi, je suis syndicaliste, évidemment, c'est normal. Mais après, quand ça devient une recherche de financement pour les organisations syndicales, c'est pas normal. C'est le cas. A priori, 7 millions sur l'exemple que vous citez, ça paraît donc être le cas. Donc vous dites que ça pose problème, ça n'est pas une pratique de la CFDT, c'est une pratique que la CFDT condamne. C'est pas une condamne. pratique que je souhaite que la CFDT développe et elle ne le développe pas. Et vous la condamnez ? Puisque je ne la développe pas, en tout cas, vous moi, la je parle de la condamnez. CFDT, je ne la partage pas. Vous ne la partagez pas. Le recul du chômage en octobre repose, on l'a vu, sur les emplois aidés. Est-ce que le gouvernement vous semble en revanche privé de capacité de réaction face aux plans sociaux ? D'abord, juste sur les emplois aidés, arrêtons de considérer que c'est quantité négligeable et que ça ne sert finalement à rien. C'est pour les individus qui sont concernés, notamment les jeunes, sur les emplois d'avenir, c'est extrêmement utile à condition qu'il y ait formation, accompagnement vers un emploi durable. Ensuite, sur les plans sociaux, il est évident qu'il y a une responsabilité forte qui incombe aux entreprises concernées. On peut les prendre les uns après les autres, si vous voulez. Alcatel, la liste, malheureusement, elle serait longue. Alcatel a de réelles difficultés économiques, mais le plan social qu'il propose est trop rude. Et donc, il faut qu'il réduise la voilure en termes de suppression d'emplois et qu'il accepte de discuter de ça avec les représentants du personnel, sinon on n'arrivera pas. Sur la Redoute, il y a une responsabilité d'actionnaire très forte. Il n'a pas anticipé et donc il doit aider à l'investissement pour la poursuite de l'activité et la poursuite de l'emploi des salariés. Et aujourd'hui même, il y a des dirigeants, des cadres dirigeants de la Redoute qui se disent prêts à reprendre l'entreprise. C'est une solution qui pourrait avoir votre faveur. Notre équipe, l'équipe CFDT à la Redoute, dit qu'en termes de conditions d'emploi dans cette reprise, elles sont plus favorables. Donc ils sont en train de la regarder, il faut étudier toutes les possibilités. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut sauver au maximum l'emploi. D'accord, donc c'est là que les syndicats jouent leur rôle à plein. Il y a eu le vote d'une loi, la loi Florange, sur la reprise des sites rentables, qui semble d'ailleurs plus tenir du symbole. À propos de Florange, j'avais une question à vous poser. Est-ce que votre leader charismatique, Édouard Martin, va s'engager sur une liste socialiste aux européennes ? J'en sais rien, sais rien, alors qu'il est, non, tout à fait, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que s'il le fait, ça sera une démarche individuelle. Ça sera une démarche individuelle à laquelle la CFDT ne souscrira pas, dans le sens où elle sera individuelle, et il abandonnera de facto tout mandat syndical à la CFDT. Ce sont nos règles, il respectera, Édouard, les règles comme tout le monde les respecte. Vous en avez parlé avec lui, il est prévenu. Il connaît les règles, j'en ai parlé avec lui, mais je ne sais pas, à ce jour, à cette minute, je ne sais pas quelle est sa décision. Mais vous comprenez qu'il fasse, lui ou d'autres, d'ailleurs, le grand saut dans la politique, ça peut se justifier. Mais c'est un parcours possible. C'est un parcours possible qu'il appartient à chaque individu. Je pense que c'est très différent. C'est très différent de faire du syndicalisme. Il y a une dimension collective extrêmement forte, de faire de la politique où la dimension collective est parfois un peu plus absente. C'est pas du tout la même fonction. Que certains choisissent cette voie. Moi, je ne la condamne pas à titre individuel, mais je n'ai pas à la partager. Hein. Je suis extrêmement... Vous n'allez pas la cautionner. Non, je pense que c'est extrêmement important, et c'est le cas aujourd'hui, que tous les syndicats, et la CFDT en particulier, cultivent leur autonomie à l'égard du politique. Et donc qu'il y ait des individus, des militants qui fassent le passage, c'est leur responsabilité, mais dans ce cadre, après, ils ne sont plus militants, ils sont plus militants de la CFDT. Très bien, voilà qui est clair. Ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est la position d'Édouard Martin. En tous les cas, me semble-t-il, le Parti socialiste... C'est une décision personnelle qui lui lui a appartient. fait la proposition. Il hésite peut-être. Quand je dis plus militant, ça ne veut pas dire plus adhérent. Hein. C'est pas incompatible, mais il ne s'exprimera plus au nom de la CFDT. D'accord, il hésite peut-être. Écoutez, il faudrait lui demander, je ne sais pas. Très bien. Bon, alors l'Europe, justement, c'est là où veut mener maintenant le combat Édouard Martin. La France accueille de plus en plus de salariés détachés. Plus 30%, un bond en 2013. Est-ce que vous demandez d'ores et déjà au gouvernement de prendre des mesures fortes, ou bien est-ce que vous croyez au Conseil des ministres du Travail européen qui va se réunir le 9 décembre? On dit que c'est le Conseil de la dernière chance. D'abord, la Confédération européenne des syndicats, depuis plusieurs années maintenant, dit qu'il faut revoir cette directive. Là, il y a une première démarche qui est enclenchée par le gouvernement français dans le cadre du Conseil européen. Il faut plus de contrôles. Et si l'Europe n'accepte pas des contrôles, moi je demande au gouvernement
au niveau national, d'exercer des contrôles. Les contrôles, ça veut dire regarder les conditions d'emploi des salariés détachés, le même salaire, les mêmes conditions d'emploi, mais regardez aussi quelle est la responsabilité des donneurs d'ordre, collectivités territoriales comprises. Quelles sont les raisons qui font que des collectivités territoriales, des entreprises, etc., font appel à des salariés détachés, et regardez si c'est bien légal tout ça. Ensuite, il y a une vision absolument nécessaire de moyen terme qui est il faut une harmonisation sociale en Europe qui ferait que les cotisations sociales soient les mêmes d'un pays à un autre, du même niveau, ce qui ferait qu'il n'y aurait plus de sujet de travailleurs détachés. Mais c'est un sujet très grave, très important. On parle d'un nouveau choc de délocalisation. C'est le patronat qui le dit. Vous dites la même chose. Toutes nos équipes, oui, c'est un vrai problème. Toutes nos équipes, partout où nous allons, nous le disent. Et donc, il faut absolument qu'il y ait plus de régulation, plus de contrôle et qu'on revoie cette directive. Alors, plus de contrôle contre les abus, les contournements des règles du Code du travail, mais vous savez contre l'attrait fiscal également de ces entreprises. Mais on entend quand même certains entrepreneurs dire mais je suis obligé d'utiliser des salariés détachés parce que le boulot que je propose, personne ne le prend en France. C'est aussi une réalité. Je crois que c'est beaucoup... dans le bâtiment, c'est dur. C'est beaucoup surjoué. Hein. On fait venir des salariés détachés parce qu'on ne trouverait pas de salariés, c'est pas vrai. Nous, on a plein d'exemples, ici ou là, où des salariés seraient prêts à faire le travail, mais parce que le coût du travail est moindre avec les salariés détachés, on en fait venir. Donc la question est on n'est pas contre le fait qu'il y ait des salariés détachés, qu'on nous s'entende bien. D'autant qu'il y a beaucoup de Français qui sont salariés détachés hors de nos frontières. Donc c'est pour ça on a toujours une vision un peu auto-centrée. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Mais faisons attention à des discours comme le tient le Front National en jouant sur les peurs. Mais en même temps, il faut des règles beaucoup plus claires et plus de contrôle. D'accord. Un mot sur le rapprochement entre la CFDT et la CGT, en tous les cas vous parlez. Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui votre relation avec Thierry Le Pan? C'est une nouvelle entente cordiale? Non, il n'y a pas de rapprochement, c'est du dialogue. Parce qu'on a une conscience de la période difficile dans laquelle est le pays, dans laquelle sont les salariés. Il y a besoin de se parler pour voir si on peut faire des propositions communes. Déjà, des propositions communes. Vous parlez pour des propositions communes éventuellement sur l'emploi, la formation, etc. Et avec Jean-Claude Maillet de FO, c'est quoi? Méfiance, méfiance? Non, il n'y a pas de méfiance, nous nous connaissons, mais c'est pour l'instant un peu de distance. Très bien. 60% des Français estiment qu'avec moins de fonctionnaires, les services publics seraient tout aussi performants dans notre pays. Est-ce que c'est également votre avis? Non, je pense pas, mais je pense qu'il y a au moins plus de 70% des Français qui doivent penser, qui voudraient que leurs enfants aillent à l'école dès 2 ans et demi, parce que c'est une condition de la réussite, avoir de bons services de santé, et puis avoir des forces de sécurité lorsqu'il y a des difficultés où il y en a besoin. Donc le problème d'aujourd'hui, c'est que ce soit sur les services publics ou l'impôt, il y a une espèce de schizophrénie française qui considère qu'il faudrait moins d'impôts, moins de services publics, mais en même temps plus de qualité. C'est possible, mais à condition qu'on en discute. Justement, vous vous dressez l'enverger contre le populisme et ceux qui n'avancent aucune proposition, allusion au bonnet de toute couleur, mais l'heure est moins au dialogue qu'à la contestation dans un climat social d'exaspération qu'il vous est difficile, vous, à CFDT, mais également pour les autres syndicats, de canaliser. Avant d'accueillir Hervé Asquin de l'agence France-Presse, Sophie Normand. C'est un avertissement toujours d'actualité. Dans une note confidentielle datée du 25 octobre et révélée par Le Figaro, les préfets alertent les pouvoirs publics. Partout sur le territoire, peut-on lire, les préfets dressent le même constat d'une société en proie à la crispation, à l'exaspération et à la colère. La situation est explosive selon eux. Principal moteur de la contestation, la fiscalité. Les revendications, elles, de plus en plus, sont portées en dehors du cadre syndical. Les syndicats ne savent plus très bien où ils habitent. Ils représentent relativement peu de monde. On a une CFDT qui soutient beaucoup le gouvernement et on voit bien que ça tangue parce qu'elle ne sait plus très bien quoi dire. Et puis les autres syndicats qui disent non, mais qui ne mobilisent pas. Tous les appels à la mobilisation lancés par les syndicats échouent. Ce qui au contraire marche, c'est des mouvements spontanés. Ainsi des bonnets rouges. Voilà plus d'un mois qu'ils mobilisent contre l'écotaxe. Un ensemble disparate qui regroupe paysans, transporteurs routiers, entrepreneurs, salariés bretons, en dehors des partis politiques et des appareils syndicaux. Peu à peu, la CGT, la CFDT et finalement FO se sont désolidarisés du mouvement. Les bonnets rouges, c'est pas notre mouvement, c'est un truc où il y a des patrons, il y a des partis politiques de tous les bords. On n'est pas concerné par ça. Nous, on reste sur le rôle syndical, qui est la représentation des intérêts des salariés, que ce soit chez nous, chez GAD ou dans d'autres entreprises. Les syndicats seraient-ils toutefois dépassés face à ces mouvements sociaux contestataires d'un genre nouveau? Aucune crainte du côté de FO. Je ne juge pas
de ce qui se passe en ce moment en disant, ben voilà, regardez, ce sont, je sais pas moi, les artisans, les centres équestres qui manifestent, donc ça veut dire que les syndicats sont plus dans le coup. Attendez, mais ça veut dire qu'on a le nez dans le guidon, qu'on fait un focus sur un truc et on oublie tout ce qui s'est passé avant et on ne pense pas à ce qui se passera derrière. Aidés par Jean-Marc Ayrault, les organisations syndicales devraient revenir sur le devant de la scène médiatique. Le Premier ministre a lancé une concertation avec les partenaires sociaux pour préparer une réforme fiscale, leur donnant par là l'occasion de reprendre la main. Voilà, avec nous donc Hervé Asquin de l'agence France Presse qui suit l'Elysée pour l'AFP. Bonsoir Hervé. Vos questions au secrétaire général de la CFDT. Eh bien, on vient de l'entendre, les syndicats marginalisés, les syndicats, disons, à la remorque du mouvement social. Est-ce que c'est un souci majeur pour vous aujourd'hui? Est-ce que 8% de syndiqués en pleine crise, est-ce que c'est acceptable? Non mais d'abord, moi je me porte en faux, les syndicats ne sont pas du tout à la remorque ou marginalisés. Je suis d'accord avec Jean-Claude Mailly. Lorsqu'il dit, mais attendez, on regarde un focus, et au bout d'un moment, on ne regarde pas qui sont aux côtés des salariés d'Alcatel, de la Redoute, de GAD, etc. Les syndicats qui concrètement dans les entreprises agissent. Qui sont aux côtés des salariés qui travaillent le dimanche et obtiennent des contreparties pour eux? Les syndicats. Donc moi, je ne me sens pas marginalisé par un mouvement dont je ne partage pas les objectifs. Et puis deuxième chose, sur le nombre de syndiqués, 8%, c'est trop faible. Il faut faire plus, je suis d'accord. Mais lorsque j'entends M. Woerth dire qu'il ne représente pas grand monde, je rappelle qu'à elle toute seule, la CFDT, 850 000 adhérents, a plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus dans ce pays. Alors si on veut s'amuser à ce petit jeu de négation des corps intermédiaires, allons-y. Mais ça nous emmène dans le mur. Donc attention, oui, les syndicats ont des progrès à faire. Je m'y attache tous les jours, mais ce petit côté, cette petite musique ambiante où les syndicats ne représenteraient plus personne, ne seraient pas utiles, etc., c'est très dangereux et ce n'est pas la vérité. Poujadiste, vous n'y êtes pas allé un peu fort là sur les bonnets rouges? On peut parler de poujadiste pour les bonnets rouges? Ah oui, je crois qu'on peut parler de poujadisme de certains petits patrons ou agriculteurs qui ont fait croire que le problème de la Bretagne était l'écotaxe. Le problème des entreprises agroalimentaires était l'écotaxe, quand elle n'est pas encore en œuvre, et qui, dans le même temps où ils demandaient la suppression de l'écotaxe, en n'ayant pas anticipé la production de volailles de qualité qui leur a permis d'avoir des entreprises performantes, réclament le maintien des aides européennes pour produire des produits de mauvaise qualité. C'est quand même très inquiétant. Alors vous dénoncez le poujadisme des bonnets rouges, mais et même leur corporatisme. C'est un reproche qu'on peut adresser aux syndicats, quand même, le corporatisme, la défense des intérêts catégoriels. Non, Laurent Vous trouvez Berger, que la CFDT alors je n'ai pas dit la CFDT. Ah oui, non, mais moi, vous permettez que je ne parle qu'au nom de la CFDT. Oui, mais là, vous avez défendu l'ensemble du corps syndical. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a tous les syndicats qui régulièrement sont aux côtés des salariés lorsqu'ils ont des difficultés. Et quand je dis régulièrement, c'est quotidiennement. Le corporatisme n'est pas que le fait des bonnets rouges, ça peut être mais moi, je ne veux pas polariser sur les bonnets rouges. Je veux dire, le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ont été présentés par les uns ou les autres comme étant une espèce de mouvement social qui aurait de l'avenir, etc. D'abord, quand on prend une référence qui est forcément historique, ça me pose un petit peu de difficulté. On est en 2013, on n'est pas en 1600 et quelques. Et puis, ils portaient des intérêts très contradictoires les uns des autres. Alors parlons d'un autre sujet qui est le même d'ailleurs, c'est le chômage. Vous dites que le gouvernement n'en fait pas assez sur le chômage. Est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il y a un problème? François Hollande, est-ce que vous êtes un déçu du hollandisme? Non, moi, je n'ai pas à être déçu. Vous savez, c'est comme dans les entreprises, quand j'étais délégué du personnel, je faisais avec celui qui était en face. Donc aujourd'hui, il y a un président qui est élu, il y a un gouvernement, je fais avec eux, puis demain, il peut y en avoir d'autres, je ferai avec d'autres. Donc je n'ai pas à être déçu ou pas déçu. Moi, je suis concentré sur mes objectifs, sur les objectifs de la CFDT. Sur le chômage, oui, on peut faire plus. On peut faire plus. Comment? En accompagnant davantage les salariés qui sont au chômage, qui le subissent durement. Il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi de longue durée. Donc il y a des choses qui ont été faites sur les jeunes. Il faut qu'on fasse plus sur les seniors et demandeurs d'emploi longue durée. Et puis, par une politique de croissance qui permette de recréer de l'emploi. Il se fait des choses, en termes de politique industrielle, avec les 34 projets, en termes de compétitivité, avec les travaux de M. Gallois, mais on ne sent pas encore le cap. On ne sent pas où on va en termes de modèle de développement. Et pourtant, le cap existe, si on en croit François Hollande. C'est la compétitivité des entreprises, c'est ça la priorité du gouvernement. Donc, 20 milliards d'allègements fiscaux pour les entreprises et une hausse de la TVA au 1er janvier. C'est ça le cap? Mais que dans le cap, il y ait la compétitivité, ce n'est pas un gros mot pour la CFDT. Oui, il faut une compétitivité des entreprises. Mais dans le même temps,
il faut dire ce qu'on veut faire au niveau social. C'est-à-dire le cap, là, il est clair. Gros, c'est la politique de l'offre. C'est la politique de l'offre. Non, mais le cap, il n'est pas clair. Qui suit à partir du François moment, Hollande pour l'AFP, vous le confirmez. À partir du moment où... non, mais le cap, hein, pour qu'il y en ait un, il faut qu'il soit compris. Si dans ce cas, personne ne le comprend. Il est ou assumer. Pour qu'il y ait un cap, il faut qu'on explique aux citoyens, aux salariés, que d'accord, il faut faire un certain nombre d'efforts. Je crois que tout le monde l'a compris. Il faut se mobiliser. Ok, tout le monde l'a compris. Mais il faut aussi dire où on va en termes de cohésion sociale, en termes d'emploi, en termes de vivre ensemble, en termes de qualité de l'économie. Moi, je pense qu'il y a un cap à définir, c'est celui de la qualité. Concrètement, hausse de TVA au 1er janvier, vous êtes pour ou vous êtes contre? Nous, on n'a jamais été pour la hausse de la TVA. On pense que c'est un impôt indirect injuste. Alors, est-ce qu'il faut supprimer la hausse prévue le 1er janvier? Eh bien, ça, c'est une question d'autorité, vous savez. À un moment donné... Non, mais de qui on prend une décision à un moment donné. Elle est légitime, elle est votée par le Parlement. Même si elle arrive en place un an après, elle est légitime. Et donc la hausse de la TVA, je le redis, la CFDT n'est pas pour la TVA, mais ceci étant, au 1er janvier, c'est ce qui est prévu pour financer la compétitivité qui le met en place. Mais d'où l'intérêt d'avoir cette vraie mise à plat fiscale que nous avons réclamée. Est-ce que tout vous convient dans ce crédit impôt compétitivité emploi du gouvernement, les 20 milliards qu'évoquait Hervé à l'instant, est-ce que vous estimez qu'ils sont bien orientés? Moi, je pense qu'ils mériteraient, même si ça pose des difficultés techniques, d'être davantage orientés avec les secteurs qui sont plus soumis à la compétition internationale. Et qu'il n'y a pas assez de ciblage. Et donc, vous dénoncez les entreprises qui pourraient profiter d'un effet d'aubaine. Je dénonce personne, je dis juste des entreprises qui déjà investissent, sont en bonne santé et qui vont bénéficier de ce CICE. Le problème, c'est qu'il faut qu'on discute dans ce cas de comment elles le répartissent, y compris en direction des salariés, parce que sinon ça devient un vrai effet d'aubaine. Et la grande remise à plat de la fiscalité promise par Hérault, vous en attendez quoi aujourd'hui? D'abord, moi j'en attends ce que j'appelle la vérité des prix. Qui paye quoi et pourquoi? Parce que le malaise fiscal qui est grandissant, le ras-le-bol fiscal, comme dit le ministre de l'économie, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le consentement à l'impôt recule. Et s'il recule, il faut qu'on dise à quoi ça sert de payer les impôts. Donc il faut qu'on parle des recettes et des dépenses. Et ensuite, il faut qu'on se demande qui paye quoi. Qu'est-ce qui doit reposer sur la fiscalité des ménages? Qu'est-ce qui doit reposer sur la fiscalité des entreprises, du patrimoine, du capital? Et puis, il faut que ce soit l'impôt sur le revenu qui soit le socle. Le socle. Aujourd'hui, ce qui est perçu par l'impôt sur le revenu est plus faible que ce qui est perçu par les impôts indirects, TVA, etc. Donc nous, on souhaite en refaire le socle de l'impôt. Il y a un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu. Ça, c'est une situation que vous déplorez. Ça, donc, pour que vous voulez en faire un socle, si vous voulez en faire un socle, il faut que plus de Français proportionnellement payent. Je pense qu'il n'est pas anormal, selon les moyens, que chacun paye. Ça peut être extrêmement modeste. Mais ceci étant, à condition qu'on ne paye pas par ce biais-là et qu'en même temps, on paye par le biais de la TVA. Parce que est-ce que vous savez que les impôts indirects pèsent évidemment davantage sur les ménages les plus faibles, à plus faible revenu? Parce que leur part d'imposition par ces impôts indirects est proportionnellement plus importante. Est-ce que vous aimeriez que tout le monde, alors du coup, paye l'impôt sur le revenu? À condition que ce soit le socle et que l'impôt soit davantage un impôt sur le revenu et pas un impôt sur le revenu pour une partie minoritaire et majoritairement sur des impôts indirects. Donc il faut faire revenir sur l'impôt sur le revenu. Refondation, il faut un tournant dans la politique fiscale. Il faut que le balancier reparte de l'autre côté, que les classes moyennes, dont on dit qu'elles sont les plus touchées par la politique du gouvernement, soient un peu épargnées. Il faut d'abord une mise à plat et redonner du sens. Moi, je crois que plus personne n'y comprend rien. Et quand on ne comprend plus rien à ce qui fait le socle... Moi, je l'ai dit, je veux que c'est l'impôt sur le revenu qui soit d'abord l'impôt le plus important dans ce pays. Le revenu, c'est le travail, mais c'est aussi le capital, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ça l'intérêt. Ensuite, nous voulons une refonte du financement de la protection sociale. Nous voulons regarder ce qui doit reposer sur le travail et ce qui doit reposer sur l'ensemble des revenus. D'accord. Et voilà, déjà, si on allait sur ces deux axes-là, en 2014, on travaille sur le financement de la protection sociale et on avance sur ce qu'on veut en termes d'impôts, parce que je ne crois pas à une réforme fiscale en un an, moi, eh bien, on aurait déjà avancé. Mais en donnant du sens et en faisant de la pédagogie. Alors, l'UMP dit qu'il faut faire tout à fait autrement. Il faut gouverner par ordonnance. Et là, il y a un tas de propositions, et notamment, on met fin à l'emploi à vie pour les fonctionnaires. Ça, c'est Xavier Bertrand qui dit ça, par exemple. Oui, les licenciements possibles aussi. Plus facile. Introduire une forte dégressivité des allocations chômage, ça c'est Bruno Le Maire. Et Jean-Pierre Raffarin, qui était à votre place il y a quelques semaines, lui disait qu'il fallait abaisser les seuils d'effectifs dans les entreprises pour alléger leurs contraintes. Ça vous inquiète Ça m'inquiète, je trouve surtout que c'est pas cohérent.
C'est pas cohérent. Je veux dire, on peut la dégressivité des allocations chômage au moment où il y a 3 millions de chômeurs et où il n'y a pas d'emploi qu'ils puissent trouver. D'abord, ça fait un problème de consommation. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui bénéficient d'allocations chômage, ils consomment à peu près leur allocation malheureusement parce que c'est pas très élevé. L'UMP semble dire ça les pousse pas à prendre un emploi. Dans un contexte extrêmement tendu, où la cohésion sociale est mise à mal, où il y a plus de 3 millions de chômeurs, essayer de faire porter la responsabilité de la situation aux règles de l'assurance chômage, c'est quand même gonflé. Essayer de dire que ce sont les chômeurs parce qu'ils ont une allocation qu'ils ne veulent pas retrouver du travail, c'est complètement stupide. Donc on peut rénover un certain nombre de choses, on peut discuter des seuils, on peut discuter un certain nombre de sujets, mais de considérer qu'il faudrait des mesures extrêmement brutales qui toucheraient les plus fragiles, par ordonnance et extrêmement brutales, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous didites à tous les ténors de l'UMP par ordonnance, je vais vous dire ce que je dis. Je pense que la démocratie est en difficulté aujourd'hui et que la démocratie, c'est l'écoute des citoyens. Et c'est faire en sorte que les intérêts contradictoires se confrontent positivement pour faire émerger des compromis. Ça, c'est la démocratie. Et il faut le préserver parce que c'est un espace trop rare dans ce monde. Nous avons la chance d'évoluer dans un espace démocratique. Préservons-le. Et pour ça, il faut des corps intermédiaires, il faut du dialogue. Même si ça empêche des réformes en profondeur. Mais ça n'empêche pas, il faut des politiques qui décident. Oui. Mais il faut du dialogue, il faut de la construction commune. Et renoncer à ça, de la part de ceux qui, d'ailleurs, lorsqu'ils étaient au gouvernement, étaient quand même très contents qu'à un moment donné, on donne des idées, on passe des compromis, y compris avec le patronat. Je trouve que c'est un peu mensonger, et en tout cas, c'est dangereux en termes démocratiques. Xavier Bertrand, vous pouvez mettre fin au travail à vie des fonctionnaires, par exemple. Ça vous fait réagir aussi? Mais oui, mais enfin, je pense honnêtement que c'est un faux sujet. C'est encore une fois la recherche de boucs émissaires. Voilà, nous avons du mal à poser les bons diagnostics dans ce pays, nous avons du mal à faire émerger des compromis positifs. L'opposition, le gouvernement a difficulté pour trouver un cap, mais l'opposition n'a pas d'opposition, c'est-à-dire qu'il ne propose pas grand-chose. Et on essaye de dire, voilà, c'est de la faute à un tel, c'est de la faute aux fonctionnaires d'un côté, ça serait de la faute aux travailleurs étrangers de l'autre, etc. Continuons comme ça et on va dans le mur. Bon, vous dites, je fais avec celui qui est là, avec le pouvoir en place. Bon, c'est quand même plus facile avec le PS qu'avec l'UMP. Vous savez, je vous invite à regarder la période 2007-2009. Il y a eu des accords. Il y a eu le premier accord sur le marché du travail, la modernisation sur le marché du travail. Il y a eu l'accord sur la position commune sur la représentativité. Il n'y a pas de changement pour vous alors? Non, c'est pas ce que je dis. La question était celle-ci. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu une période de dialogue social aussi. Par exemple, votre après, ami, ça a dévié. Avec qui vous dialoguez, Thierry Lepin de la CGT, dit qu'il ne voit pas la différence entre le sarkozysme et le hollandisme. Vous la voyez? Il y a, en tout cas, par rapport à la dernière période de Nicolas Sarkozy, il y a une méthode. Et je rappelle qu'il y a eu un accord le 11 janvier sur le marché du travail, dont tout le monde a passé par pertes et profits, on a l'impression qu'il n'existe plus. C'est un accord de moyen et long terme. Il va produire des effets. Mais dans ce pays, on met 30 ans à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Une fois qu'on s'est mis d'accord, avec quelques controverses quand même, eh bien on voudrait qu'en 6 mois, ça règle tout. Non. Engageons des réformes de fond structurelles. La CFDT y est prête, elle l'a montré à de multiples reprises. Menons le dialogue. Il faut du temps, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Par exemple, dans cet accord pour l'emploi, il y avait le renchérissement des contrats courts. Laurent Berger, qu'est-ce qu'on voit là? Les derniers chiffres montrent une explosion des CDD de moins de 1 mois. Manifestement, ils sont plus coûteux pour les entreprises, mais ça ne les freine pas. Les derniers chiffres, ils sont sur les 10 dernières années. La majoration, elle est depuis juin. Et de moins d'un mois. Oui, mais la majoration, elle est depuis juillet, et les derniers chiffres sont sur les 10 dernières années. Donc, après, si ça continue d'augmenter les contrats courts, ça voudra dire que la surcotisation n'est pas suffisante. Et puis ça voudra dire qu'on a bien fait de les surtaxer, parce qu'au moins ça donne des ressources supplémentaires à l'assurance chômage. Très bien, merci. Hervé Asquin. Perrine Arnaud arrive maintenant. On va tenter de mieux vous connaître, Laurent Berger, puisque vous avez pris la succession de François Chérèque maintenant il y a 1 an. Tout juste. Tout juste. Voilà, c'est l'anniversaire. Voilà. Presque. On va souffler la bougie ensemble et avec Marie Brémaud. Il souffle sa première bougie à la tête de la CFDT, mais cela n'a rien d'un hasard, tant le syndicalisme semble inscrit dans les gènes des bergers. Le père et la mère étaient tous deux sédétistes. Le fils Laurent, naturellement, prend sa carte de la CFDT en 1991 pour ne jamais quitter la maison. 1 an à peine et le secrétaire général de 45 ans semble avoir fait taire les mauvaises langues qui ne voyaient en lui qu'un apparatchik. Il a un langage simple, si vous me permettez. Les apparatchiks ont souvent des langages un peu compliqués. Bon. Il n'a pas un langage de langue de bois, alors que les apparatchiks, dit-on, ont souvent un langage de langue de bois. Il est simple, il est compréhensible, il sait ce qu'il veut dire. J'ai lu dans un article récemment
qu'un militant avait dit aux journalistes qui reprenaient qu'en fait j'étais plus techno que lui. Donc voilà, ça y est, maintenant c'est lui qui est l'homme de terrain et moi je suis devenu le techno. Ça doit le faire rire lui, moi ça me fait sourire. On le voit rarement sourire, Laurent Berger. Le numéro 1 de la CFDT a la réputation d'être un homme sérieux, bosseur, au franc-parler, moins flamboyant que son prédécesseur, avec qui on le compare encore régulièrement. Son prédécesseur était un homme plus tonitruant, plus haut en couleur, apparemment plus chaleureux et plus empathique. Laurent Berger est plus réservé, maîtrise sans doute mieux son propos, pour le faire correspondre à sa pensée. Donc, en termes de style, il est en effet très différent. Mais la comparaison n'affecte pas le lien qui unit les deux hommes. François Chérèque a tout fait pour que la transition s'opère en douceur. Moi, je pense qu'il a raison de se protéger. Je pense qu'au début, on a toujours besoin de se protéger parce que le choc est fort. On a beau être prévenu que c'est un poste difficile, les premiers mois sont les premiers mois les plus difficiles parce qu'il y a l'exposition médiatique qui est forte et puis il y a aussi l'attente des militants dans une situation sociale complexe et qui est très forte aussi. Si Laurent Berger cultive la discrétion personnelle, il a la lourde tâche de maintenir son syndicat dans la lumière. Voilà, c'est ce qu'il fait ce soir depuis une demi-heure maintenant, Laurent Berger avec Perrine Tarnaud. Question de style alors maintenant, hein? Question de style, je sais pas, enfin, il va nous dire, Laurent Berger, mais c'est vrai que Raymond Soubier et François Chérèque sont plutôt agréables avec vous dans ce reportage. Vous, à qui on a souvent reproché finalement d'être un apparatchik, d'avoir fait toute votre carrière dans les différents échelons de la CFDT. Oui, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais j'ai pas envie de me justifier. C'est pas tout à fait faux non plus alors. Non, mais parce que on voudrait des responsables syndicaux qui soient plus jeunes, mais on voudrait qu'ils aient fait le parcours de gens qui arrivent en responsabilité à 50 ou 55 ans. Non, C'est pas possible. Non, mais dans l'entreprise, avec une meilleure connaissance peut-être de l'entreprise, j'ai travaillé, du monde de l'entreprise. je veux dire, mais on considère aussi qu'un syndicaliste, s'il n'a pas été dans les secteurs industriels, c'est pas vraiment un syndicaliste. Moi, j'ai exercé le mandat de délégué du personnel dans une petite entreprise de moins de 11. Ça a aussi un autre style de syndicalisme, il existe. J'ai connu le chômage, ce qui n'est pas le cas de tous les leaders syndicaux, c'est pas une fierté. Mais c'est une réalité. Moi, je suis d'une génération qui a subi beaucoup plus de précarité que d'autres. Voilà, donc, et je crois que j'ai commencé à l'Union locale de Saint-Nazaire, sur le terrain des petites entreprises, à faire émerger des sections syndicales. Donc, voilà, donc vous balayez les critiques d'apparatchik. En tout cas, c'est pas très important. Ça ne vous atteint pas. Les militants quand je vais les rencontrer toutes les semaines. Et puis vous êtes protégé, comme vous a conseillé François Chérèque. Vous êtes protégé. Vous protégez. Non, vous savez, on est dans une société où on aimerait bien qu'on dise un peu ce qu'est sa personnalité. D'abord, moi j'entends dire que je suis très sérieux. Mes collaborateurs et mes amis savent que. Un peu de tous les parce que j'exerce la responsabilité de secrétaire général de la CFDT. Puis dans le même temps, j'ai une vie qui m'est propre et que je protège, c'est vrai, parce que je ne vois pas l'intérêt. D'abord, ça n'a de l'intérêt pour personne, à part pour moi. Donc, François Chérèque dit, passer le choc de la première année, vous allez moins vous protéger. Alors, on se demande ce qui va se passer. Ouais. Nous y sommes, ça y est, au bout d'un an. C'est évident que mois après mois, on est plus à l'aise, on se lâche. Voilà. Moi, j'ai aussi vérifié, je vais toutes les semaines voir des équipes CFDT, je vais dans les entreprises, et je vois bien qu'il y a une proximité qui est forte. J'adore cet exercice-là, d'ailleurs, ce moment-là. Donc peut-être que petit à petit, on s'extériorise un peu plus, mais ce qui concerne ma vie propre, ça restera ma vie propre. En tout cas, il y a eu la chance donnée par François Chérèque de faire cette transition en douceur, ce passage de témoin peu à peu à la tête de la CFDT. Ça, c'est une chance qui vous avait donnée, François Chérèque? Oui, on a vécu une transition en douceur et qui était à la fois extrêmement sérieuse sur la transmission des sujets, des dossiers, et en même temps extrêmement amicale. D'ailleurs, on se voit régulièrement parce qu'on est amis. Non, pas pour des conseils. Ah bon? Non, pour les dossiers de fond. Non, pas pour des conseils, pour se voir entre copains. Ah voilà. bon? Ah, donc, mais ceci étant dit, une fois qu'on... Vous lui avez quand même raconté vos premières négociations, ce qui s'est passé quand on arrive tout à coup, quand on se retrouve en première ligne autour de la table à Matignon. Au travail en buvant un verre.
Ouais. Non, mais la question de Perrine, c'est est-ce que vous a donné un peu les clés d'une rencontre dans le bureau du Premier ministre ou du chef de l'État? Mais il y a eu tout un moment où on a fait les choses à deux. On a rencontré un certain nombre d'interlocuteurs. Donc nous, on a la chance, ça n'a pas été donné à tout le monde, d'avoir vécu une transition extrêmement en douceur. Entre deux personnes extrêmement différentes. Hein. François est un méridional, moi je suis de l'Ouest, c'est sans doute un peu plus tempéré, mais qui s'apprécie énormément. Bon, c'est une chance et je le remercie. Et d'ailleurs, nos liens sont extrêmement forts. Autre petit nouveau autour de la table des négociations sociales, c'est Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Alors lui, il connaît des débuts un petit peu plus difficiles à la tête du patronat, puisqu'il est déjà contesté pour certaines de ses méthodes et de ses déclarations. Comment vous le percevez, vous, Pierre Gattaz ? D'abord, c'est un homme sincère. Je crois que voilà, c'est un chef d'entreprise. Il sait de quoi il parle. Quand il parle de l'entreprise, il est cash. Donc ça, c'est pas pour me déplaire, parce que si je suis réservé, je suis cash. Mais après, moi, je pense qu'il il y a nécessité que le patronat et donc que Pierre Gattaz redise que le dialogue social est un facteur de compétitivité et de progrès. Et que ce ne soit pas simplement, je crains, mais peut-être que ça va évoluer, je crains qu'il y ait une espèce de réflexe de se tourner vers le gouvernement en disant voilà, je veux ci, je veux ça, je veux tel allègement, mais qu'il oublie que c'est le dialogue social qui, pour un certain nombre de sujets, fait progresser le pays aussi. Donc il est trop jusqu'au boutiste pour l'instant, peut-être Pierre Gattaz? Non, mais après, il pousse ses idées, on le fait tous. Mais je pense qu'il faut qu'il redonne un peu plus d'espace au dialogue social. Il y a un jeu de rôle dans la relation avec. Il y a une forme de jeu de rôle. On pousse tous nos idées, nos méthodes. Oui, mais je crois qu'il faut qu'on ait conscience, en tout cas, moi, pour nous, c'est pas une posture, que le dialogue social, la méthode d'élaboration des solutions est extrêmement importante. Et que ça passe par la confrontation des intérêts divergents entre ceux du patronat et ceux des salariés, mais pour faire émerger des compromis. Ce qu'on a fait sur l'accord emploi, ce qu'on fait sur d'autres sujets. Et ça, il faut continuer cette méthode-là. C'est pas tellement sa méthode pour l'instant, parce qu'il est plutôt adepte des opérations coup de poing, des déclarations un petit peu fortes. Il est plutôt dans une espèce de tête-à-tête avec le gouvernement et c'est plutôt problématique. Ouais, avec un risque peut-être de perte d'influence du coup du MEDEF. Ah bah ça, ça le regarde. Ça, vous n'allez pas pleurer là-dessus. Oui, enfin moi je considère que dans une démocratie, on a besoin que les acteurs s'organisent ensemble pour faire valoir des intérêts qu'ils partagent. Voilà, je ne suis pas non plus pour faire disparaître le patronat. D'accord, on vous a Cette bien enquête compris. qui peut peut-être vous intéresser, vous qui êtes historien de formation, Laurent Berger, c'est une enquête de l'Institut CSA qui est parue dans le quotidien Le Monde de ce soir. Les Français sont très inquiets pour leur avenir et celui de leur pays. Et ils ne se reconnaissent dans aucune institution censée les représenter, que ce soit les politiques, les médias, nous, ou vous aussi, les syndicats. Est-ce que selon vous, on est donc dans une société de déclin? Et de défiance. On n'est pas dans une société de déclin. Il y a encore des choses qui fonctionnent et on a formidable richesse dans ce pays, que ce soit des richesses individuelles, collectives, des infrastructures. Non, on n'est pas dans le déclin. Par contre, on est dans une défiance forte, on est dans une perte de confiance. Et il appartient au corps constitué, comme on dit, ou aux médias, mais aussi évidemment aux politiques, aux syndicalistes, au patronat, de redonner des signes d'espoir, de redonner des signes de mobilisation. Et je crois que malheureusement, trop souvent, il y a une espèce de repli sur soi, de crise de responsabilité, comme je l'ai nommé, qui fait que chacun préfère regarder ce qu'est de la responsabilité de l'autre que de sa propre responsabilité. C'est pas la posture de la CFDT, c'est le moins qu'on puisse dire. On a assumé un certain nombre de responsabilités, on est prêt à le faire, mais il faut qu'il y ait plus de monde autour de la table. Mais on arrive donc à la fin d'un modèle de société, peut-être alors? Ah, moi, je suis persuadé qu'on est à la fin. De réforme. Moi, je suis persuadé qu'on est à la fin d'un modèle de développement et qu'il y a une espèce de peur parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Donc, il faut construire vers quoi on va. On peut faire mieux sans forcément faire plus. On peut réduire les inégalités, faire plus de qualité, de l'emploi, du travail, de la fabrication des produits. Voilà, il faut qu'on avance vers ça. Il y a la transition écologique qui, d'une certaine manière, est une opportunité pour faire ça. Il faut qu'on la saisisse. Et comme on ne donne pas à voir ce qu'il y a après, il y a une espèce d'accroche, enfin, chacun s'accroche au modèle d'avant qui est un peu dépassé. Voilà, c'est ça qui nous appartient de construire. En tout cas, on n'est pas dans un moment pré-révolutionnaire comme le sous-entend Jean-Luc Mélenchon. Il a dit qu'on était en 1788. En tout cas, on n'est pas en 1788, je le confirme, on est en 2013. Ça, c'est sûr. Et que ça n'a rien à voir avec 1788. Par contre, qu'on soit dans un moment de malaise social important et de malaise politique important, c'est une réalité. Ce qu'il faut, c'est en sortir. Et en sortir, c'est pas en faisant des discours guerriers, mais c'est en faisant en sorte que l'intérêt général prime. Et dans l'intérêt général, c'est la réduction des inégalités et c'est le fait que dans notre société, on laisse personne au bord du chemin. Ouais, bah alors là, le classement PISA qui est paru aujourd'hui sur le niveau scolaire des élèves de 15 ans dans l'OCDE va pas tellement réconforter les Français. La France qui a encore perdu 2 places. Comment vous réagissez à ce genre de classement? Je trouve ça un peu effrayant.
pour être tout à fait direct, parce que on est dans un pays qui a conscience des inégalités qu'il génère dans son système éducatif, mais qui est dans une incapacité de le réformer. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la fin de la maternelle quasiment, on est capable de dire quels enfants auront leur brevet, leur bac, on est incapable de corriger cette prédiction. Pourquoi ? Parce qu'on est incapable de poser les bonnes réformes en termes de programme, en termes d'organisation de l'école. Je pense notamment à la question des rythmes. Vous savez, la question des rythmes, on nous serine, entre guillemets, avec les périodes périscolaires. C'est important. Mais les rythmes, c'est d'abord parce que pour les élèves en difficulté, on sait que c'est physiologiquement beaucoup plus intéressant en termes d'apprentissage. Mais je note que vous ne posez pas le problème en termes d'effectifs de l'éducation nationale. Pourtant, je pose le problème. Les effectifs sont considérables. De priorité, moins bien que d'autres nations par rapport, qui dépensent moins. Non, sur les effectifs globaux, non. Mais sur les priorités et l'affectation de ces effectifs, oui. Je pense qu'il faut donner plus à ceux qui ont moins. Je pense qu'il faut donner plus de priorité aux élèves qui ont moins et qu'on est dans une logique élitiste. On est dans un système éducatif élitiste. Et je pense qu'on fera monter tout ça en s'occupant d'abord davantage de ceux qui sont le plus en difficulté. On fera monter globalement tout le monde. Il y a quelques jours, Alain Juppé a réagi à la manifestation des professeurs des classes préparatoires en disant on a besoin d'une élite en France. On sait que Vincent Payon veut augmenter les effectifs, les horaires de ces professeurs, réduire leur salaire. D'abord, ce qui est prévu, ça ne faudra pas dire qu'on ne pourra pas construire une élite. Il ne faut pas complètement tout confondre. Mais ceci étant, vous savez, il y a deux, je vais l'illustrer avec un geste. Soit vous faites monter en tirant l'élite et vous pensez que ça montera directement par le bas, ça ne marche plus. Dans le système éducatif, ça ne marche plus. Soit vous considérez qu'il faut prendre par le bas et vous faites monter tout le monde, on pourra continuer de construire une élite et en même temps, on laissera personne au bord du chemin. Je préfère cette société-là. Mais est-ce qu'il faut toucher aujourd'hui ou pas aux heures de travail des professeurs en classe préparatoire ? Je pense que vu et dans les autres classes peut-être aussi. Très franchement, vu le classement, non, mais pour la polémique autour des qui vient de sortir, je pense que c'est pas le sujet prioritaire en termes d'éducation. Le sujet prioritaire en termes d'éducation, ce sont les élèves en difficulté. Et alors, est-ce qu'on peut demander alors à tous les professeurs cette fois de travailler plus ? Nicolas Sarkozy, on avait eu l'intention, je me souviens. Mais ils travaillent déjà, les professeurs. Non, mais plus. Non, mais moi, je trouve que c'est... voilà la situation dans laquelle on est. Il y a un problème de système éducatif et on considère que c'est de la faute des enseignants. Non, c'est pas de la faute du système. On peut leur demander... On peut demander... Un effort. Mais des efforts, ils en font énormément. On peut demander qu'à un moment donné, il y ait des moyens qui soient alloués prioritairement aux écoles en difficulté, qu'ils soient reconnus que ce n'est pas exactement la même chose d'exercer une classe, d'avoir une classe dans une banlieue difficile que d'avoir une classe dans le 16e arrondissement de Paris. Peut-être plus d'autonomie pour les établissements à ce moment-là scolaires ? En tout cas, peut-être des moyens alloués prioritairement là où il y en a le plus besoin. Très bien, merci. Vous répondez toujours, attention, ça n'est pas la faute des chômeurs, ça n'est pas la faute des enseignants, c'est pas forcément une notion de faute qui accompagne les réformes. Non, c'est pas une question de faute, mais vous rendez compte, vous voyez qu'à un moment donné, on parle quand même des enseignants qui seraient responsables du système éducatif qui va mal, des chômeurs qui seraient responsables du chômage, mais moi je crois que dans ce pays, il y a des politiques, il y a des syndicalistes, il y a des patrons, il y a des associations qui exercent une responsabilité. Posons les choses sur la table, faisons les bons diagnostics, écoutons les citoyens, les salariés, et prenons les décisions. Voilà. C'est le credo et la philosophie de la CFDT que vous nous avez rappelé ce soir. Laurent Berger, merci. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à très vite.